Bonjour à tous. Le 6 février s'ouvrira la plus grande conférence en France sur le thème de la conformité au RGPD, ce règlement européen sur la protection des données personnelles qui aura bientôt 9 ans. On va s'intéresser à ces nouveaux enjeux, aux défis posés par l'IA, aux évolutions aussi qui sont attendues. Ça fait partie des sujets que nous traiterons aujourd'hui dans ce grand rendez-vous cyber qui est à la une de Smart Tech. On parlera aussi des défis posés par les IA génératives en matière de cyber pour les entreprises et puis d'un grand challenge qui attend et des lycéens dans un combat cyber. Dans cette édition également, nous aurons une rencontre avec un auteur, l'auteur de Hyperarm, Anatomie d'une intranquillité planétaire, paru aux éditions Nullius in Verba, et qui développe cette idée d'une Europe qui pourrait s'imposer dans une industrie de la sécurisation des intelligences artificielles. Mais d'abord, 3 questions sur les données du trafic urbain côté coulisses. C'est tout de suite en ouverture de Smart Tech. Bonjour Priscilla Zaché, bonjour. Bonjour Delphine. Sans erreur de ma part, j'espère. Ingénieure en sciences de l'information géographique, vous travaillez depuis plus d'une dizaine d'années chez TomTom, qu'on connaît bien. Vous travaillez sur la mise à jour des cartes, vous collaborez aussi avec les collectivités locales et les entreprises sur les enjeux de mobilité à partir des données. Je vous ai invité parce que TomTom a publié son Traffic Index, son baromètre. D'abord, peut-être, quels sont les premiers enseignements? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce baromètre et à quoi sert-il? Alors cette année, donc oui, TomTom a publié en début d'année la 14e édition de son Traffic Index, donc qui est un classement mondial des villes en fonction du taux de congestion et du temps de parcours moyen. Et dans cette édition, dans l'édition 2024, on note une tendance à l'augmentation donc des temps de parcours dans toutes les villes du monde, enfin dans la quasi-majorité des villes du monde, et aussi de la congestion. Donc on a 87% des villes de l'index au niveau mondial pour lesquelles on note une augmentation de cette congestion. Donc la congestion, pour rappel, c'est, pour être très concret, ça représente le retard accumulé en moyenne sur nos trajets quotidiens. Donc c'est un retard qui peut être dû aux embouteillages, mais aussi à des travaux, à des accidents et aussi aux conditions météorologiques. Donc on roule de moins en moins vite. Alors moi je suis allée voir dans votre top mondial des villes où on roule moins vite, et les villes françaises, la première qui ressort c'est Bordeaux, 24e, avec une vitesse moyenne de 19,3 km/h, et puis ensuite il y a Paris mais qui est quand même encore loin, 45e. Oui, tout à fait. Donc le trio de tête en France, Bordeaux, Paris, Marseille, avec des indices de congestion moyens en 2024 autour de 30%, et des temps de parcours qui varient pour 10 km entre 31 minutes pour Bordeaux et 27 minutes pour Marseille. Donc là aussi, on est sur des villes pour lesquelles on note que ces temps de parcours et cette congestion ont augmenté en 2024. Et en particulier à Lyon, qui a connu la plus importante baisse de vitesse en 2024. Voilà, donc on ne roule pas vite en ville. Alors, pour cette édition, ce qui était intéressant de mon point de vue, c'est que vous avez utilisé une nouvelle forme de méthodologie faisant appel à l'intelligence artificielle, au machine learning. Expliquez-nous. Alors tout à fait, cette année, on a incorporé une nouvelle méthode pour définir les territoires d'analyse. En fait, dans les éditions précédentes, c'était de manière assez simple, on traçait un cercle autour du centre-ville pour déterminer quel allait être notre périmètre d'étude. Et cette année, on a fait appel à un outil qu'on appelle origine-destination. Donc cet outil nous permet d'analyser les déplacements au sein d'un territoire. Donc on a découpé chaque territoire, chaque ville en un maillage, et on a analysé les interconnexions entre toutes ces mailles. Ça nous a donné une espèce de représentation des plus grands flux de déplacement au sein de ces villes. Et de là, on a déterminé que les centres où les déplacements étaient les plus denses allaient être les centres-villes. Donc tout ça s'est permis grâce aux données qu'on reçoit des capteurs et des véhicules connectés qui nous renvoient donc de manière anonyme des informations. Alors, ce sont les véhicules qui utilisent
un GPS TomTom qui remonte ces données? Oui. Ou vous avez aussi des voitures spécifiques qui sillonnent les villes? Alors, dans le cadre de cet index, c'est des véhicules, c'est les véhicules de tout un chacun qui nous remontent de l'information. Donc, on appelle ça FCD, Floating Car Data. C'est des données de déplacement qui sont totalement anonymisées. Ensuite, elles sont agrégées et analysées. Donc, ça nous permet d'avoir des informations sur les vitesses moyennes de déplacement au sein d'un territoire. Ça représente combien d'automobilistes? Alors, sur en termes de densité mondiale, on couvre environ 300 000 véhicules, appareils connectés qui nous remontent de l'information. Et à titre d'indication, donc sur 2024, l'analyse de l'index de trafic s'est fait sur plus de 747 millions de kilomètres parcourus par les utilisateurs de services, donc TomTom. Donc vous avez énormément de données, vous avez un nouvel outil qui s'appelle l'IA qui vous permet d'avoir beaucoup plus de précision sur ce qui se passe à l'intérieur des villes. Mais et alors, derrière, quelles actions? Puisque vous travaillez avec les collectivités, qu'est-ce qui se met en place? Alors tout à fait, donc ces outils, ou en tout cas ces analyses, sont très demandés par les décideurs et les pouvoirs publics pour observer les tendances de mobilité et ensuite prendre des mesures, notamment pour dévier le trafic, construire des nouvelles rocades et autres aménagements routiers. Donc c'est sur la base de ces données qu'on peut faire des constats sur la mobilité, sur les tendances de mobilité. Et pourtant on roule de moins en moins vite, on a de plus en plus de congestion. À Lyon, on voit que ça a eu une chute importante, donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'action derrière, ça ne suit pas? Ou parce que de toute façon on a décidé que la voiture avait plus sa place en ville? Tout à fait. Alors, c'est pas forcément le reflet d'inaction, ou même pas du tout le reflet d'inaction. C'est une tendance aussi qui peut être liée, comme je l'ai expliqué, à d'autres facteurs. Et justement, la mise en place d'actions, par exemple, de faire des travaux pour réaménager, pour donner de la place aussi aux mobilités douces, etc., ça va avoir à court terme une influence puisque les travaux vont induire des ralentissements. Ah, donc pour le meilleur à suivre, c'est ça que vous nous dites. Exactement. Bah, soyons patients alors. Merci beaucoup Priscilla Zaché. Vous êtes ingénieure cartographe et responsable des partenariats chez TomTom. Merci pour vos éclairages. À suivre, c'est notre grand rendez-vous cyber. Dans le grand rendez-vous cyber aujourd'hui de Smartech, nous avons Garance Mathias. Bonjour Garance. Bonjour Delphine. Avocate, fondatrice, dirigeante de Mathias Avocat, et Tatiana Larina. Bonjour Tatiana. Bonjour. Vous êtes présidente cofondatrice du cabinet de conseil en cybersécurité Opéra Cyber. Et puis nous sommes connectés aussi avec Paul-Olivier Gibert, président de la FCDP. AFCDP qui est à l'origine de ce qui va s'ouvrir très prochainement, la 19e édition de l'université des DPO, tous ceux qui sont responsables de la protection des données personnelles dans les entreprises. Ce sera donc le 6 février, la plus grande conférence organisée en France sur le thème de la conformité au règlement européen sur la protection des données, qui aura bientôt 9 ans, ça passe vite. Beaucoup de défis quand même qui restent encore à relever, puis des évolutions qui sont attendues. Paul-Olivier, je voulais qu'on commence déjà avec les problématiques que vous allez aborder lors de cette conférence en matière de conformité. Quels sont les défis aujourd'hui ? Alors, cette 19e édition de l'université des DPO se tiendra le 6 et le 7 février, comme vous l'avez rappelé. À la Maison de la Chimie, il y aura environ 1000 personnes qui participeront à cet événement autour d'un thème central qui est celui de la gouvernance des données, avec les enjeux juridiques, éthiques et technologiques qui sont liés au RGPD. Et puis, autre point qui est important, l'essor de l'intelligence artificielle, à travers 2 volets. On va en parler, Paul-Olivier, mais je voulais qu'on commence sur la conformité, parce que je disais que le RGPD a 9 ans, donc on se dit, bon, ça y est, les DPO, ils ont compris comment on faisait pour être conforme au règlement européen. Pourtant, c'est encore un sujet aujourd'hui dans les entreprises. Alors, quels sont les défis ? Alors, les défis sont tout d'abord de caler la position et le rôle du DPO. Ça commence à être fait dans de nombreuses structures. La deuxième chose, c'est le fait que le RGPD est une réglementation qui est écrite de manière unique et qui s'applique à tous les secteurs dans leur diversité. Donc il y a un gros travail de transposition et de compréhension pour adapter des règles et des méthodes qui permettent de garantir le respect de la protection des données à caractère personnel au niveau de chaque organisation, entreprise ou autre. Vous confirmez
Alors, Mesdames, en plateau, que ça reste un sujet, la conformité? Alors, c'est un sujet, c'est un sujet, mais plus que jamais d'actualité. Alors, l'université des DPO est là, mais la protection des données, vous l'avez rappelé, le RGPD, quelques années déjà, mais j'allais dire, mais plus de 40 ans en France. Donc, la réglementation sur la protection des données, elle est là, elle est ancienne. Et j'allais dire des défis et des opportunités. Conformité, un mot-clé. Conformité, ce mot va avec confiance. Les DPO sont des acteurs clés, sont des clés de voûte. Beaucoup de choses reposent sur eux. Des défis, des opportunités, une complexité réglementaire. Effectivement, le RGPD, tout le monde en a entendu parler. La sensibilisation est là. Les décisions de l'autorité de contrôle de la CNIL font avancer les choses. Mais il y a l'approche par l'IA, on va en parler, je suppose. Il y a l'approche aussi par l'évolution des cyberattaques, des menaces, une complexité géopolitique qui est là, une complexité réglementaire, des enjeux par rapport aux données. Donc, le DPO ne doit pas être seul. C'est une fonction aussi qui doit être transverse. Et ce rôle, effectivement, de gouvernance, conformité, j'ajoute le mot confiance. Sans confiance, rien ne va se faire. Tatiana, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais bien rajouter quelque chose parce que justement, Opéra Cyber accompagne les sociétés de taille modeste. Nous accompagnons les TPE, les PME. Et malgré ce qu'on peut entendre sur le plateau ou dans l'écosystème, RGPD n'est pas connu par toutes les entreprises. Ils ont entendu parler, ils savent peut-être que ça existe, mais ce n'est pas pour autant qu'on a un DPO qui est nommé ou un DPO délégué qui prend en responsabilité cette partie au sein de l'entreprise. Et bien souvent, bien souvent que j'aimerais que ce soit le cas, on est obligé dans notre cadre de diagnostic cyber et l'accompagnement cyber à aussi accompagner la société comment être plus mature face aux questions. De leur rappeler encore et encore ce RGPD. Par quel bout vous allez prendre ce sujet de l'intelligence artificielle, Paul-Olivier, lors de la conférence? Alors, la conférence, l'intelligence artificielle, c'est la poursuite d'une évolution technologique qui a été engagée il y a 80 ans. Garance rappelait que la CNIL avait 45 ans et des poussières, que le RGPD a été précédé par la loi informatique et liberté. La problématique, c'est que entre 1978 et aujourd'hui, la technologie, le monde a totalement changé. C'est-à-dire qu'on n'a plus des traitements. Il y a deux choses qui ont disparu et qui existaient en 78 et qui étaient au cœur de l'informatique. La première, c'était les opératrices de saisie et les opérateurs de saisie, c'est-à-dire des gens qui prenaient un papier, lisaient ce qu'il y avait sur le papier, le tapaient pour que ce soit ensuite traité. Et la deuxième chose, c'est que en 78, notre vie était matériellement une vie papier et des supports matériels. Or, maintenant, on est de plus en plus dans un environnement qui est dématérialisé. Donc, les enjeux ont complètement changé. Et puis, on a eu des vagues d'innovation. Et la dernière qui est en cours, que nous rencontrons, c'est celle de l'IA. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. C'est-à-dire qu'on peut considérer que dans 2 ans, plus personne n'écrira directement sans avoir recours à de l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi quelque chose qui est d'une très grande instabilité. Dans quelques jours aura lieu le sommet de l'IA à Paris. Sujet qui est intéressant et qui a longtemps été un sujet tête de file. Mais ensuite, Donald Trump est arrivé et il a annoncé un plan d'investissement de 500 milliards de dollars sur l'IA. Donc effectivement, on s'est demandé, est-ce que l'Europe pourra suivre? Uniquement sur la partie infrastructure data center, hein, je précise. C'est plus complexe que ça. Il faut regarder les chiffres. Il y en a d'autres qui sont annoncés par ailleurs pour les grands modèles de langage. Alors, on a effectivement ce projet d'investissement sur 500 milliards, qui est un chiffre clé. Ensuite, il faut regarder comment il fonctionne. Il y a des tranches qui sont prévues. Et on a aussi un problème qui est important aux États-Unis, qui est celui de la qualité des infrastructures, et notamment de sa capacité à produire de l'électricité. Mais ce n'est pas directement le sujet sur lequel j'intervenais. C'est-à-dire qu'il y avait un point qui était de penser, est-ce qu'on va pouvoir, en Europe, avoir une capacité à traiter et à fournir des langages, des LLM, d'autres outils d'IA. Et entre autres, ensuite est arrivé là, le petit dernier de Chine qui a expliqué nous on fait à peu près la même chose que ChatGPT, mais avec un coût inférieur divisé par 50. Donc ça, c'est une complexité qui est assez forte. Et puis la deuxième chose qui est importante,
c'est qu'en Europe, on a mis en place une réglementation sur l'IA, qui est une réglementation spécifique, qui traite de méthodologie de traitement, qui n'est pas quelque chose qui se superpose ou qui remplace le RGPD, mais qui a des effets de bord qui sont non négligeables. En particulier, certains traitements, qui sont des traitements non sensibles, le deviennent lorsqu'ils sont recours à des outils d'IA. Donc c'est ça qui va modifier et qui crée cette instabilité et cette complexité avec laquelle les organisations doivent vivre et dans lesquelles les DPO sont un point de soutien pour obtenir de la confiance en passant par la conformité. Là, je réponds à votre question. Absolument, merci. Ça fait partie des défis, effectivement, de voir comment tout ça va s'imbriquer, les actes avec le RGPD. On vous souhaite une très bonne conférence, Paul-Olivier Gibert. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFCDP. Nous, on va continuer nos autres sujets du rendez-vous cyber. Évidemment, dedans, il y a l'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles génératives, ces grands modèles de langage. Quels sont, selon vous, les risques qu'il crée, les nouveaux risques qu'il crée en entreprise? Garance. Alors, effectivement, risque et opportunité, toujours pareil, les balances. Déjà, il y a le règlement l'IA Act qui est rentré en application. Peut-être une date à rappeler, pour qu'on l'ait en tête, 2 février prochain, interdiction des IA à haut risque. C'est-à-dire toutes les IA, donc les IA génératives, qui pourraient gérer nos émotions. Deviner ce qu'on pense, donc faire des orientations, faire des biais sur les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, il faut rappeler aussi, c'est effectivement aussi des collaborateurs, des salariés avec le lien de subordination. Donc, tout un pan, effectivement, du texte, un article très précis de l'IA Act, décrit ces IA interdites. Et, première date, interdiction d'utiliser ces IA, 2 février. Donc, l'IA Act est un règlement, pareil, texte de compromis, comme le RGPD, approche par les riches, comme le RGPD. Les risques, comme le RGPD. Transparence, bien entendu, mais transparence pour bien connaître quels sont les jeux des modèles entrants, quels sont les LLM utilisés, traçabilité. Ce ne sont pas que des mots-clés, ce sont des mots-clés qu'on va devoir transposer dans la technique, dans l'organisation, dans la connaissance, donc effectivement dans les contrats. Ça appelle d'autres mots, la propriété intellectuelle, n'oublions pas. On parle de risque par rapport aux personnes, on parle de risque par rapport à l'intervention de cette IA, par rapport, je prenais l'exemple de la gestion de nos émotions, mais ça veut dire aussi quels sont les contrepoids, qu'est-ce que je mets en place pour connaître le fonctionnement de l'IA, pour connaître les jeux des données entrantes et sortantes. Donc, contrepoids veut dire aussi mesures techniques, traçabilité veut dire aussi contrat. Et par exemple, est-ce que vous voyez ça comme un risque aujourd'hui, le fait que des grands modèles de langage américains se diffusent dans les entreprises et puis aussi chinois, comme DeepSeek? Bien sûr, il y a des risques, mais ce sont les risques qui, au-delà des risques cyber ou autres, conformité, c'est les risques étatiques, c'est les risques que la population, finalement, utilise les sources d'informations qui ne sont pas forcément fiables ou non pas fiables à 100%. Parce que déjà, les aspects critiques, il faut les développer de très jeune âge. Et ensuite, s'ils sont corrompus par l'usage massif des solutions faciles à utiliser, donc on est face à un risque d'avoir des citoyens qui ne sont pas capables de prendre de bonnes décisions, donc des dirigeants par la suite, etc. Maintenant, si on parle de risque cyber, ce qui est mon métier, c'est très passionnant. Et comme toutes les autres technologies innovantes sur le plan cybersécurité, la question que je me poserais avant d'utiliser l'IA, c'est quel est mon bénéfice et quel est le sacrifice. Donc finalement, de quel Parce qu'il y a un sacrifice? Parce que si finalement on développe une compétence qui est basée complètement sur un tabouret avec un seul pied, si demain cette compétence il est pas de qualité, notre avantage compétitif il ne sera pas là. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un avocat va utiliser l'IA pour accompagner ses dossiers. Moi, je ne vais pas accompagner une société. Je ne sais pas, on posera la question à l'avocat. Moi, je ne vais pas, en tout cas, accompagner mes clients en posant les questions quand je fais mes diagnostics cyber ou d'autres types d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a, tu penses? Je vais
réfléchir par moi-même, par mon expérience. Et très souvent, quand je pose ces questions à plateformes d'intelligence artificielle, les réponses ne sont pas pertinentes. Donc, attention dans l'usage. Maintenant, ça peut nous aider à peut-être aller plus vite, mais ce qui a été dit à juste titre lors du forum de compétences, forum organisé par le forum de compétences en décembre, les sujets où les questions nécessitent une réponse intelligente ne seront pas apportées par l'IA. En tout cas, aujourd'hui, ils ne sont pas apportés. Pour l'instant. Parce que tout ça va très Exact. vite. Alors, je voulais quand même qu'on fasse un petit focus sur des lycéens qui vont se retrouver plongés dans un combat cyber. Passe ton hack d'abord. Donc, ça a commencé et ça va durer comme ça jusqu'au 7 février. Des lycéens, mais pas seulement. Il y aura aussi des jeunes qui sont en BTS ou dans des classes préparatoires qui vont s'essayer à la cyber dans une grande enquête. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'il y a quand même plus de 7000 élèves et étudiants qui participent. Aujourd'hui, c'est un sujet compliqué de parler de la cyber auprès des jeunes. On a besoin de ce genre d'événement. Alors, c'est fondamental, ce genre d'événement. C'est essentiel pour développer l'esprit critique, pour maîtriser effectivement les choses. Et c'est essentiel, et effectivement, peut-être de le faire, là on le fait pour le lycée, mais peut-être réfléchir aussi pour le faire avant même le lycée. Parce que déjà, les usages sont là. Donc pourquoi pas, on va dire, développer des initiatives pour les collégiens, pour le primaire, puisqu'on sait tous que ça passe par l'éducation. Et on sait tous aussi que l'esprit critique est nécessaire. Donc cette édition, il faut souligner aussi les organisateurs, il y a le Cyber, il y a un développement extrêmement énorme. Voilà, des l'éducation investissements nationale, énormes, le une implication très importante des autorités. Des lycéens, je crois que c'est la 2e édition, qui vont pouvoir se plonger dans ce jeu. Mais dans ce jeu, il y a une partie ludique. Oui, effectivement. Et on sait effectivement qu'on apprend par cette partie ludique, qu'on apprend en jouant, qu'on apprend effectivement. Alors c'est un jeu effectivement avec un scénario très intéressant. Donc initiative, on va dire, très riche pour former, on va dire, les citoyens que sont les jeunes lycéens BTS, et peut-être une opportunité pour poursuivre et développer avant même le lycée. Peut-être avoir ces nouveaux talents qui nous manquent aujourd'hui beaucoup dans la cyber. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de notre grand rendez-vous ensemble. Garance Mathias était avec nous, de Mathias Avocat, et Tatiana Larina d'Opéra Cyber. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. On termine cette édition avec une rencontre, celle de l'auteur d'Hyperarm, Anatomie d'une intranquillité planétaire, paru aux éditions Nullius in Verba. Eh bien, dans Hyperarm, on oppose notamment ces hyperarmes numériques et l'intelligence artificielle à l'hyperhumain. Et son auteur, Flavien Chervet, développe cette idée de création d'une industrie de la sécurisation des IA en Europe. On l'écoute. Flavien Chervet, bonjour. Vous venez de présenter votre nouvel ouvrage qui parle d'intelligence artificielle, mais d'ailleurs, c'est pas dans le titre, ça m'a frappé. Votre titre, c'est Hyperarm, un titre très guerrier finalement. En effet, c'est le point de départ du livre, c'est de parler des enjeux militaires de l'IA qui sont en train de bouillonner actuellement. Mais l'enjeu global du livre, c'est quand même d'apporter une analyse géopolitique, un regard bien plus large que l'aspect militaire, même si je prends comme point d'entrée le sujet militaire. Oui, alors on démarre avec l'exemple de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, mais on termine avec un espoir finalement. Il faut que l'Europe ose. On doit oser quoi ? Alors ça, c'est mon écriture. Moi, j'ai un optimisme moral. Je veux apporter des regards positifs, même quand il y a en effet un contexte qui n'invite pas forcément à ça. Après, pour répondre à la question de l'Europe, je crois qu'on a des cartes à jouer qui ne sont pas nécessairement d'essayer de faire compétition aux États-Unis et aux énormes systèmes d'IA très performants, mais potentiellement de se positionner sur une industrie de ce qu'on appelle l'alignement, qui est un des domaines de la sécurisation de l'IA, pour faire en sorte qu'on sache contrôler des systèmes d'IA beaucoup plus performants. Et là-dessus, c'est une industrie qui est naissante, et donc l'Europe a, je crois, un coup à jouer sans avoir un besoin capitalistique énorme pour lancer cette industrie et être parmi les leaders, peut-être pas le leader, mais parmi les leaders. Donc je crois qu'il y a une opportunité en ce moment. Finalement, ce serait faire un pont entre cette capacité qu'a l'Europe à réglementer le champ du numérique, en tout cas ces dernières années, et là, en l'occurrence avec l'AI Act, c'est faire de l'AI Act finalement un tremplin vers la création d'une véritable industrie pour sécuriser l'IA. C'est à ça que vous pensez ?
Alors, c'est à peu près à ça, en effet. Plutôt qu'en faire un tremplin, je dirais que ça permet de compléter les AI Act avec une dimension industrielle crédible. Faire du réglementaire, c'est bien, hein, je ne suis pas du tout contre, mais s'il n'y a pas une dimension industrielle qui permet de rendre crédible la puissance d'une Europe ou d'une France sur le sujet, la dimension réglementaire sera juste moquée. Donc, on a besoin de cette industrie à côté, et je pense qu'en effet, construire une industrie de la sécurisation et de l'alignement des systèmes d'IA, ça permet d'être cohérent avec les valeurs humanistes universalistes de l'Europe, et puis avec ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire en effet réglementé. Mais ça donne une pointe industrielle plus forte. Et pour ça, il faut évidemment qu'il y ait une volonté politique de s'impliquer vers ce chemin de l'alignement et de la sécurisation des IA. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en Europe, on a cette véritable conscience, cette motivation politique d'avancer sur le chemin de l'IA ? Alors, l'Angleterre a déjà fait des déclarations par la bouche de son ancien Premier ministre dans ce sens-là, donc il commence à y avoir une conscience. Aux Pays-Bas, il y a pas mal d'études sur le sujet qui commencent à être sérieuses. En France, on a encore, je pense, au niveau de l'Europe, un peu de retard là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays qui a beaucoup de mal à assumer. Il y a une espèce de pudeur, on a beaucoup de mal à assumer qu'il y ait un gros sujet. On a l'impression que parler de systèmes d'intelligence artificielle très puissants, plus intelligents que l'humain, de super intelligence, c'est des sujets de science-fiction, on a l'impression que ça fait peur, donc il ne faut pas en parler, etc. Alors que c'est devant nous et que c'est des sujets qu'il faut prendre à bras-le-corps aujourd'hui. Et sécuriser les systèmes d'IA, souvent on le ramène à la science-fiction, c'est les lois d'Asimov, on va mettre des lois dans un robot pour qu'il évite de tuer tout le monde. Alors c'est la version très simpliste, mais aujourd'hui c'est des vrais sujets, des systèmes d'IA dont on perd le contrôle dans les labos, ou en tout cas qui font des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et donc on a besoin de construire un savoir-faire scientifique et technologique, industriel, très rapidement là-dessus. Donc la France n'a pas encore vraiment avancé, mais on voit bouillonner des signaux, et je pense que cette année, le politique peut prendre ça en compte. Quelles sont les conditions ? Alors, il y a la volonté politique, il y a évidemment le capital, la capacité d'investissement aujourd'hui en Europe. Quelle autre condition, selon vous, est nécessaire pour que l'Europe ait quelque chose à dire dans le domaine de l'IA ? Alors la priorité pour moi, elle est capitalistique pour qu'on ait quelque chose à dire, c'est qu'on arrive à structurer une force capitalistique qui ne sera pas du niveau des Américains, mais qui soit bien supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Donc il y a plein de leviers pour faire ça, mais le problème, ça va être qu'il faut aller vite. Après, un élément supplémentaire, c'est de structurer un écosystème de recherche. Aujourd'hui, on a un super écosystème de recherche mathématique et mathématiques appliquées sur l'IA, mais on a encore assez peu, par exemple, de chaires de recherche dédiées à la question de l'alignement, de la sécurisation des systèmes d'IA. Là où aux États-Unis, il commence à y avoir une recherche qui se développe, aux Pays-Bas aussi. Donc je pense qu'il y a des chaires à créer, et ça va être le troisième pilier, hein, capitalistique, politique, et puis au niveau de la recherche fondamentale. Alors au départ, quand on commence la lecture de votre ouvrage, on se dit que vous êtes plutôt technocritique. À la fin, on s'interroge finalement, est-ce que vous êtes un technosolutionniste ? Vous vous situez où ? Évidemment aucun des deux, sinon ça serait trop facile. Je pense que la technologie est un phénomène monde, c'est une part de l'humain. Penser l'humain sans la technologie, ça n'existe pas. Bergson disait qu'on est homo faber, l'homme qui fabrique, et c'est les deux faces d'une même pièce, l'humain, la technique. Donc pour moi, ça serait ridicule d'être technocritique au sens où on voudrait enlever de la technologie. Notre avenir, c'est plus de technologie. Je ne crois pas l'inverse. Par contre, le technosolutionniste ne me va pas parce qu'il supposerait que la technologie est tout notre avenir. Alors qu'il y a des voies à prendre, en effet. Et donc, ma position, elle est technopoétique. C'est d'essayer d'apporter un regard sur la technologie qui soit plus sensible. Donc ça veut dire ne pas mettre au rebut la dimension capitalistique, industrielle pour être concret et prendre le sujet à bras-le-corps, mais ça veut dire garder cette part d'idéalisme qui permet de construire des visions d'avenir qui soient belles. Merci beaucoup. C'était Flavien Chervet, l'auteur de Hyperâme, que vous pouvez d'ores et déjà commander sur le site Nullius Inverba, son éditeur. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, que vous suivez sur la chaîne Be Smart for Change, mais aussi en podcast. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.